Nous avons vu que le peuple, compris comme entité collective, devait requérir l'attention de la gauche pour toutes sortes de bonnes raisons, qu'il s'agisse de la justice réparatrice, du génocide, du racisme systémique, de la construction européenne, de la lutte contre le réchauffement climatique ou de la lutte contre le capitalisme sauvage. Il nous faut maintenant souligner aussi l'importance pour la gauche des bénéfices découlant de certaines formes de nationalisme. Si pour plusieurs Européens, le mot nationalisme ne peut avoir qu'un sens péjoratif, c'est parce que tous songent au nationalisme allemand qui s'est déchaîné et a été à l'origine de certaines des pires atrocités commises au XXe siècle. Certains lui préfèrent le terme patriotisme. Mais le patriotisme qualifie une posture éthique à l'égard de son propre peuple, alors que le nationalisme est une doctrine idéologique favorisant l'autodétermination des peuples. Le patriotisme renvoie à la subjectivité alors que le nationalisme a des prétentions à l'objectivité. Certes, un individu qui se dit nationaliste adopte lui aussi une posture subjective, mais c'est à l'égard d'un principe ayant des prétentions à l'objectivité. Le patriotisme se superpose à une nation déjà existante, alors que le nationalisme contribue à faire en sorte qu'elle puisse se transformer, se réaliser et se renforcer. Le nationalisme porte sur le processus de construction nationale, alors que le patriotisme implique un ensemble d'actions visant à appuyer une nation déjà existante. On peut difficilement reprocher à qui que ce soit d'être patriote, mais on peut reprocher à quelqu'un d'être nationaliste. C'est précisément à cause de ces prétentions à l'objectivité que le nationalisme peut être considéré problématique. Pourquoi devrions-nous quand même prendre au sérieux l'idée selon laquelle le nationalisme peut avoir une certaine valeur quand on adopte une perspective de gauche? Ben voici une première ébauche de réponse. En plus d'être entretenu par une élite apatride indifférente au sort des peuples, il faut savoir que l'impérialisme américain a besoin de d'affirmer sa supériorité sur les autres peuples. On entend régulièrement dire de la part des élites politiques américaines que les États-Unis sont le pays le plus important du monde, the greatest country in the world. La supériorité américaine irait de pair avec la supériorité de l'Occident et elle y parviendrait grâce à la suprématie que cette civilisation confère aux droits individuels ainsi qu'à la démocratie et à l'état de droit. L'Empire se sert constamment de cet alibi pour justifier sa tentative de dominer le monde. Or, pour que les peuples puissent lui résister, ils doivent affirmer leur droit à l'autodétermination. Le nationalisme est en ce sens peut-être la seule force capable de tenir tête à l'impérialisme américain. Considérons maintenant le nationalisme des peuples autochtones. Sur les 5500 ou 6000 peuples de la Terre, il y a environ 5000 peuples autochtones. Ces derniers affirment d'emblée la souveraineté sur leur territoire, non pas par la présence d'un État, mais sous la forme d'un lien d'appartenance au territoire qu'ils occupent. C'est cette appartenance antérieure au premier contact qui nous permet de parler de leurs droits ancestraux. La défense de leurs droits ancestraux est une forme de nationalisme. Le peuple Wet'suwet'en, qui a fait face au Canada au projet projet Coastal GasLink de la compagnie TC Energy, entreprise qui a entrepris en Colombie-Britannique de construire un gazoduc dont le tracé passe par des territoires non cédés, eh bien, ce peuple Wet'suwet'en était engagé dans une démarche nationaliste. Les mêmes remarques s'appliquent au projet de pipeline Trans Mountain, initialement entrepris par la compagnie Kinder Morgan, mais relayé par la suite par l'État canadien. Les peuples autochtones américains ont pour leur part fait face au projet Keystone XL. Ceux du Dakota du Nord ont aussi été confrontés à des enjeux semblables. Les peuples de l'Amazonie sont au cœur du combat cherchant à conserver la forêt amazonienne. Il s'agit dans tous les cas de bloquer des projets affirmant la souveraineté des peuples autochtones sur leur propre territoire. Il importe de donner suite à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, document dans lequel il est stipulé que tout développement économique en territoire autochtone requiert leur consentement préalable, libre et informé. Ces derniers ont des droits collectifs ancestraux sur les territoires qu'ils occupent. L'affirmation de leur souveraineté sur les territoires qu'ils occupent est l'expression la plus pure d'un nationalisme progressiste. On ne saurait le dire en de meilleurs mots que ceux d'Anatole Lieven. Je cite, « Le nationalisme est peut-être la seule force
autre que la préoccupation personnelle directe pour les enfants et les petits-enfants, qui peut surmonter l'un des plus grands obstacles à une action sérieuse, à savoir qu'elle exige des sacrifices de la part des générations actuelles au nom des générations futures. L'incapacité de nombreux économistes et philosophes contemporains à penser en termes de nation et leur tentative de débattre du changement climatique en termes de droits individuels les ont conduits dans deux impasses intellectuelles et morales. Fin de la citation. Considérons maintenant le nationalisme des peuples latino-américains. L'impérialisme américain cherche à imposer sa domination à l'égard de tous les pays qui osent affirmer leur droit à l'autodétermination. Après des décennies à intervenir un peu partout en Amérique latine, Cuba, Panama, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Chili, Argentine, et des engagements perdants au Moyen-Orient, on aurait pu croire que les États-Unis calmeraient leurs ardeurs, d'autant plus que Donald Trump voulait adopter une posture isolationniste et que les politiciens et médias s'étaient tous offusqués à l'idée que la Russie puisse s'être émissée dans le processus électoral américain. On devait alors penser que les Américains feraient de même et ne s'immisceraient pas dans les processus électoraux des autres. C'était cependant sans compter sur un entourage de faucons particulièrement déchaînés. John Bolton, Mike Pompeo, Mike Pence et Marco Rubio, pour ne nommer qu'eux, étaient, dans l'entourage de Trump, favorables à des interventions à l'extérieur. Après l'axe du mal, Iran, Irak, Corée du Nord, voici que l'œil de l'aigle américain avait maintenant une fixation sur la troïka de la tyrannie, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Les États-Unis voulaient officiellement intervenir à ces trois endroits pour rétablir la démocratie, la liberté et la prospérité. Or, le combat du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua, visant à résister aux pressions, interventions et sanctions de l'oncle Sam, est un combat nationaliste. Les États-Unis font tout en leur pouvoir pour déstabiliser le Venezuela parce qu'ils convoitent ses réserves de pétrole. Il faut suivre cette actualité en s'appuyant sur une documentation récente qui met au premier plan les visées impérialistes américaines. Je songe par exemple aux travaux d'Ania Parampil, Corporate Coup, Venezuela and the End of the U.S. Empire, paru en 2024 chez Orr Books, et aussi à Maurice Lemoine, Venezuela, chronique d'une déstabilisation, publié au Temps des Cerises en 2019. Le nationalisme a été une force de résistance provenant aussi des anciennes colonies françaises. Et les 15 pays d'Afrique subsaharienne qui sont encore sous l'emprise du franc CFA sont pour plusieurs engagés dans une lutte contre le néocolonialisme français. Si on est critique de la pensée coloniale traditionnelle, il faut alors se montrer favorable au nationalisme qui a pu s'en affranchir. L'attitude adoptée à l'égard du nationalisme est peut-être un bon moyen de vérifier si on est capable de faire retour de façon critique sur son passé colonial. La preuve réside dans la reconnaissance de la valeur du nationalisme anti-colonial. S'agissant du franc CFA et de la lutte menée contre le néocolonialisme français en Afrique, Dongo Samba Sylla et Fanny Pigeot ont écrit un livre très utile, L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA aux éditions de la Découverte en 2018. C'est ce qui a conduit Samba Sylla à affirmer la chose suivante dans une entrevue publiée par la revue Ballast, et je le cite. Lorsqu'on revendique notre droit à la souveraineté monétaire, les gens ont tendance à voir en ces revendications l'expression d'une attitude de fermeture sur soi, à la limite de la xénophobie. Le rapport que les pays africains et les pays du Sud ont au nationalisme est différent du nationalisme tel qu'il a pu être pratiqué en Europe. En Europe, lorsqu'on parle de nationalisme, on pense souvent à xénophobie, totalitarisme, racisme. Dans le cas des pays africains, le nationalisme signifie avant toute autre chose que nous voulons et devons être souverains. C'est une réaction face à la permanence de l'impérialisme et son caractère totalitaire. Être souverain, ce n'est pas seulement entendre dire que nous sommes indépendants, que la France ne nous gouverne plus directement. Non, être souverain, c'est avoir la mainmise, le dernier mot sur l'utilisation de nos ressources et de notre politique économique. Le nationalisme africain
qui est la revendication d'un internationalisme réciproque, part du constat que ce n'est pas nous qui décidons des questions économiques et stratégiques. Il faudrait qu'un jour ou l'autre, les Africains, les citoyens ordinaires africains, puissent eux-mêmes s'émanciper de la tutelle française ou occidentale. Le nationalisme que suscite cet impérialisme n'est pas un nationalisme agressif à l'européenne, mais est un moyen d'affirmer que les pays africains ont un droit à s'autodéterminer. Fin de la citation. On se demande parfois si la France a bien pris ses distances critiques à l'égard de son passé colonial. Comment peut-on le vérifier? Sa réticence critique à l'égard du nationalisme est révélatrice d'une autocritique incomplète, car ce sont les forces nationalistes des peuples colonisés qui ont mis fin au colonialisme. Si on est critique de ce passé, il faut donc reconnaître certains mérites au nationalisme. Maintenant, pour apprécier encore une fois les mérites du nationalisme, il faut opérer un recul plus grand encore afin d'appréhender ce qui se joue à un niveau encore plus global. L'impérialisme américain s'accompagne d'une idéologie fondée sur le choc des civilisations. Le choc des civilisations, dessiné par Samuel Huntington, a beau se fonder sur des stéréotypes simplistes, il tire quand même toute sa force du pouvoir de conviction qui s'ancre dans l'esprit des populations. L'Occident ayant à sa tête les États-Unis a besoin de se constituer en rempart contre des tyrans réels ou imaginaires. Il y eut tout d'abord l'axe du mal, une expression utilisée par George W. Bush et concoctée par le Canadien David Frum pour caractériser la présence d'ennemis au Moyen et Extrême-Orient, c'est-à-dire un axe constitué de l'Iran, de l'Irak et de la Corée du Nord. J'ai fait allusion plus tôt à la troïka de la tyrannie, constituée par des pays d'Amérique latine, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Mais à mesure que l'économie se mondialise et que les enjeux géopolitiques se globalisent, on voit émerger de plus en plus un troisième triumvirat d'ennemis. Pour combattre les adversaires économiques de la Russie, de la Chine et de l'Iran, il convient d'instiller dans la population la russophobie, la sinophobie et l'islamophobie. La russophobie se fonde sur la fierté occidentale à l'égard des valeurs démocratiques, sans pouvoir admettre la possibilité qu'un pays puisse vouloir privilégier, comme c'est le cas en Russie, le modèle d'une démocratie autoritaire, pour emprunter l'expression d'Emmanuel Todd. Se pourrait-il que la société russe puisse très majoritairement vouloir assurer une stabilité durable au sein du pays par la présence d'une autorité politique incarnée principalement dans une personne chargée avec son entourage de planifier à long terme le développement économique, social et culturel du pays, cela ayant notamment pour effet bénéfique de conserver le contrôle sur l'oligarchie qui est présente sur son territoire? Est-ce que la démocratie de nos sociétés occidentales, très souvent dominée par le bipartisme, démocrates républicains aux États-Unis, conservateurs et libéraux au Canada, travaillistes et conservateurs en Grande-Bretagne, gauche et droite en France, est-ce que donc le bipartisme peut vraiment lui être jugé supérieur? À mesure que l'économie se mondialise et que les enjeux politiques se globalisent, les États sont soumis aux mêmes conditions et réagissent de la même façon, peu importe les partis qui prennent le pouvoir. Et on doit ajouter à cela le fait que, contrairement à la Russie, les autorités politiques n'ont pas un contrôle très clair sur l'oligarchie. C'est plutôt l'oligarchie qui a un contrôle sur le pouvoir politique. Si on peut proposer une amélioration de la situation des droits de la personne pour la Russie, on peut proposer que l'Occident se sorte d'une démocratie purement formelle et qu'il épouse une démocratie beaucoup plus réelle parce que beaucoup plus matérielle. Le philosophe John Rawls admet ainsi deux modèles possibles, bien que très radicalement différents, de justice distributive. On pourrait avoir le socialisme libéral, concentrant les moyens de production au sein de l'État tout en respectant les droits et libertés civiles et politiques. Et d'autre part, une démocratie de propriétaires généralisant un modèle coopératif opposé à la concentration du capital, des moyens de production et des pouvoirs de décision qui seraient sous le contrôle d'une oligarchie apatride. Mais les États-Unis ne l'entendent pas de cette façon. Ils ont donc enclenché une guerre par procuration contre la Russie en se servant des néo-nazis au pouvoir en Ukraine pour engager le pays tout entier dans une guerre visant à affaiblir économiquement le concurrent russe.
Freinant l'impérialisme américain, le nationalisme russe joue donc peut-être un rôle crucial dans l'avènement d'un monde multipolaire. La Russie n'est plus l'Union soviétique. Son expansion économique post-soviétique en Europe ne s'est pas imposée par la force. Ce n'est pas un impérialisme car sa force militaire est entièrement au service d'une résistance à l'impérialisme. Sinophobie maintenant, l'Occident s'appuie sur la croyance quasi-religieuse dans la suprématie des droits individuels en vertu de laquelle ceux-ci seraient les seuls droits fondamentaux. Il ne peut alors se faire à l'idée d'une société comme la Chine qui, à l'inverse, affirme la suprématie des droits collectifs de la nation, d'où le soutien indéfectible de Pékin en faveur du droit à l'autodétermination des peuples. En plus d'être une colonie de peuplement, ayant violé les droits collectifs des peuples autochtones, les États-Unis sont intervenus militairement 250 fois dans le monde depuis 1991, violant à chaque fois le principe du droit collectif à l'autodétermination des peuples. À l'opposé, les dernières interventions chinoises sont survenues en 1950 lors de la guerre de Corée et en 1979 pendant la guerre du Vietnam. D'aucuns voudront sans doute mentionner le fait que la Chine viole le droit à l'autodétermination des peuples tibétains et ouïghours, mais à ce compte-là, on peut également reprocher aux États-Unis de violer les droits individuels des personnes à Guantanamo Bay, à la prison d'Abu Ghraib, contre des journalistes comme Julian Assange et des sonneurs d'alerte comme Edward Snowden et Chelsea Manning. L'universalisme est possible, mais les organisations internationales et le droit international doivent reconnaître que le droit à l'autodétermination des peuples fait partie des principes universels fondamentaux. Il faut défendre l'égale dignité des personnes, mais aussi également l'égale dignité des peuples. Si la Chine doit de plus en plus tenir compte des droits individuels des personnes, les États-Unis doivent de plus en plus reconnaître leurs propres manquements. Ce sont ceux d'un État qui, en plus d'être une colonie de peuplement sur son territoire ayant exterminé les peuples autochtones, se comporte partout sur la planète comme un État voyou, violant les droits collectifs des peuples à l'autodétermination. La route de la soie, inaugurée par la Chine, s'élabore sous la forme d'accords bilatéraux et non sous la forme de rapports de force. Mais là encore, les États-Unis ne l'entendent pas de cette façon. Ils ont déployé 400 bases militaires autour de la Chine. Ils veulent se servir de Taïwan pour allumer la mèche ainsi que de l'Australie, du Japon, des Philippines et de la Corée pour affaiblir économiquement la Chine. La résistance de la Chine à cet encerclement est une résistance nationaliste. Utile, alors, parce qu'elle permet de contrer l'impérialisme américain. L'islamophobie, maintenant, même si la croyance et la pratique religieuse sont à toutes fins utiles disparues en Occident, l'éthique chrétienne peut agir encore imperceptiblement dans les mentalités. Elle contribue à maintenir en place, à notre époque, la conviction en la supériorité de la religion judéo-chrétienne sur les autres religions, notamment l'islam. Il y a ainsi la conviction que la religion est une expérience subjective, seulement vécue à l'échelle individuelle et relevant de la vie privée. C'est une conception typiquement occidentale de la religion qui s'installe de plus en plus partout en Occident. La lutte contre les pratiques communautaires de la religion, cristallisée dans l'interdiction du foulard, la peur du grand remplacement et la menace que d'aucuns voient peser sur les valeurs républicaines en France, reflètent surtout la projection de son propre désarroi sur autrui. Elle s'ajoute aux calculs géopolitiques occidentaux qui veulent empêcher la communauté internationale de stabiliser le Proche-Orient. En particulier en imposant la solution à deux États ou une solution à un État fédéral binational dans lequel les deux peuples israéliens et palestiniens auraient des droits collectifs à l'autodétermination interne. L'ennemi juré des États-Unis et d'Israël est plus que jamais l'Iran, puisque c'est ce dernier pays qui vient en appui au peuple palestinien, à l'aide de proxys qui sont le Hamas, le djihad islamique à Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et la résistance irakienne. Les États-Unis veulent affaiblir l'Iran parce que ce dernier pays est le principal concurrent de l'Arabie saoudite en matière de pétrole.
Même si les États-Unis n'ont plus les mêmes besoins qu'avant et qu'ils sont de plus en plus autosuffisants, la prédominance d'un approvisionnement en pétrole en provenance de l'Arabie saoudite garantit la primauté du pétrodollar et le maintien du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Et ça, c'est important pour la préservation de l'impérialisme américain. De nos jours, le capitalisme prend la forme de l'impérialisme économique états-unien. L'impérialisme est une forme de domination géopolitique en vertu de laquelle un pays cherche par la force à imposer son hégémonie politique et ou économique sur les autres pays. Or, à notre époque, l'impérialisme s'incarne dans celui que les États-Unis cherchent à imposer. Par les sanctions imposées, les guerres amorcées, poursuivies ou fomentées avec l'aide de proxy, ou par des interventions directes, les Américains tentent à tout prix de déloger tout concurrent. Le combat contre le capitalisme ne peut donc pas être gagné sans nationalisme. Les forces principales qui sont à l'œuvre à notre époque pour contrer l'impérialisme américain proviennent du nationalisme russe, du nationalisme chinois et du nationalisme iranien. Même si on est en désaccord profond avec la politique interne de ces pays, il faut, pour préserver la paix mondiale, mettre un frein à la violence de l'Empire américain. Or, le monde multipolaire ne peut voir le jour sans la résistance provenant de ces différents nationalismes. Il faut donc distinguer les hégémonies qui s'appuient sur des accords mutuellement avantageux et celles qui s'imposent par la force. C'est cette dernière forme d'hégémonie qui peut à bon droit être qualifiée d'impérialisme. L'impérialisme viole systématiquement le droit des peuples à l'autodétermination. Mais justement, la Russie n'a-t-elle pas violé le droit à l'autodétermination du peuple ukrainien? Quelle que soit la position adoptée concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une chose est sûre, cette invasion n'était pas motivée par des ambitions impérialistes, mais bien plutôt par des préoccupations sécuritaires. On ne peut pas en dire autant au sujet des États-Unis, qui occupent notamment l'Irak, le tiers de la Syrie, et sont même présents dans la province chinoise de Taïwan. Je soupçonne que la gauche ne mesure pas bien l'ampleur de l'impérialisme américain. Plusieurs estiment qu'il existe d'autres impérialismes dans le monde, et notamment les impérialismes russes et chinois. Et pourtant, cette façon de voir les choses ne résiste pas à l'analyse. Les États-Unis ont 750 bases militaires dans plus de 80 pays, alors que l'on peut compter sur les doigts de la main les bases militaires de la Chine ou de la Russie. Les États-Unis ont des troupes dans près de 170 pays, alors que pour la Russie, on ne peut mentionner que la présence du groupe Wagner en Afrique. Les Américains dépensent 900 milliards de dollars par an dans le complexe militaro-industriel. C'est plus que les 10 pays suivants réunis et c'est beaucoup plus que la Russie qui dépense seulement 60 milliards de dollars par an. Les armes américaines sont offensivement déployées à l'étranger alors que les armes russes ou chinoises sont déployées défensivement sur leur propre territoire. Les Américains sont intervenus, comme je l'ai dit, militairement 250 fois dans le monde depuis 1991, alors que la dernière intervention extérieure de la Chine date de 1979 et que la Russie est intervenue seulement à 3 ou 4 reprises, chaque fois à la demande ou bien d'un chef d'État souverain, Bachar al-Assad en Syrie, ou des États autoproclamés d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud en Géorgie, ainsi que de Donetsk et Louhansk en Ukraine. Les États-Unis ont imposé des sanctions à 40 pays représentant le tiers de la population mondiale, alors que la Russie et la Chine sont des victimes de ces sanctions. Les États-Unis sont le pays qui de loin impose le plus de sanctions. Ils en imposent à une quarantaine de pays représentant le tiers de la population mondiale, on l'a dit. Et parmi ceux-ci, on peut souligner Cuba, le Venezuela, le Liban, l'Iran, la Chine et la Russie. Mais comme le révèle le Washington Post, 15 000 entités, qu'il s'agisse de personnes, de corporations ou de pays, font l'objet de sanctions imposées par les États-Unis. En deuxième place, c'est la Suisse qui compose des sanctions à 5 000 entités. La Chine et la Russie n'apparaissent pas sur la liste des pays imposant des sanctions. Il existe des oligarchies ailleurs dans le monde, mais l'agressivité de l'oligarchie américaine
est sans commune mesure avec celle des autres pays. Elle est de loin la plus puissante et elle se distingue par son caractère belligérant. Profitant du fait que le dollar US est la monnaie de réserve mondiale, que l'anglais est la lingua franca et que le capitalisme est mondialisé, les États-Unis ne se sont pas contentés de convaincre le monde entier de décloisonner les institutions financières et de déréglementer la finance. Ils ont voulu imposer leur hégémonie économique par la force, par des sanctions, par des changements de régime financier de l'extérieur ou par des interventions militaires directes. L'impérialisme est en effet une hégémonie qui s'impose par la force. À notre époque, l'impérialisme s'impose sur le plan économique. La Chine et la Russie sont des hégémonies économiques, mais elles ne s'imposent pas par la force. Si nos médias ne rapportent pas l'existence de l'impérialisme américain, c'est peut-être à cause de son omniprésence déterminante. Les nationalismes russes, iraniens et chinois sont là pour nous le rappeler.